Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Claire et Isabelle dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Claire Chastel. Camille de Villeneuve, bonjour. Bonjour Claire Chastel. Camille, vous êtes professeure de philosophie au Centre Sèvres. Vous êtes une ancienne élève de l'ENS. Vous avez fait une thèse sur les sources médiévales de la doctrine du pur amour. Et à côté de cela, vous écrivez des romans, vous êtes romancière. Alors, Camille, qui est Michel de Certeau ? Alors Michel de Certeau est un homme insaisissable en réalité. C'est un homme aux multiples talents, mais aussi aux multiples fonctions. C'est d'abord, pourrait-on dire, un père jésuite. En tout cas, quand on ouvre sa page Wikipédia, il est indiqué que Michel de Certeau est prêtre. C'est peut-être sans doute son premier statut. Je trouve regrettable qu'il n'y ait pas davantage pour le désigner. Alors il est en effet père jésuite. Michel de Certeau est né en 1925, est mort en 1986 pour le situer dans sa génération. C'est un homme qui a commencé en faisant des travaux d'histoire pour la Compagnie de Jésus dans les années 50-60, qui a conduit des travaux de grande érudition sur des grandes figures de l'histoire de la Compagnie, comme Pierre Favre et Jean-Joseph Surin. Et puis, à partir de ce travail d'érudition, de bibliothèque, d'archives, vraiment ce travail de petit rat, de bibliothèque, eh bien, il a commencé à déployer, à la fin des années 60, pourrait-on dire, à peu près, une pensée d'une richesse extraordinaire, ancré dans ce travail d'érudition, ancré vraiment dans son travail sur ces grandes figures jésuites dont j'ai parlé, mais qui va infiniment plus loin, au-delà, qui essaye de se saisir du monde tel qu'il est, de la société telle qu'elle est, qui essaye de comprendre les évolutions de son temps, avec les moyens de toutes les disciplines qui sont en explosion à cette époque-là. C'est-à-dire que Michel de Certeau, qui vient de l'histoire, eh bien convoque la psychanalyse, la sémiologie, les grandes évolutions de l'historiographie, pour essayer de saisir cette réalité contemporaine, à la lumière aussi, voilà, cette lumière vive, avec cette focale très forte qui est celle du XVIIe siècle, XVIe, XVIIe siècle. Et du coup, on pourrait peut-être commencer par le début. Quelles sont un peu ses premières recherches, justement les premières choses sur lesquelles Michel de Certeau travaille ? Alors, en fait, Michel de Certeau avait plutôt l'intention au début de ses travaux académiques, pourrait-on dire. Il avait envie de travailler sur la patristique, sur Saint-Augustin. Et puis, à la demande de ses supérieurs, à la demande de la Compagnie, il a travaillé sur le mémorial de Pierre Favre, et puis sur le guide spirituel de Jean-Joseph Surin, et sur la correspondance de Jean-Joseph Surin. Donc avec Pierre Favre, nous sommes au XVIe siècle, nous sommes avec l'une des figures fondatrices de la Compagnie de Jésus. Oui, j'allais vous demander qui est Pierre Favre. Voilà, Pierre Favre est vraiment l'une des figures fondatrices de la Compagnie, ami d'Ignace, ami de François Xavier. Personnage très émouvant parce que toujours en recherche, toujours en voyage, et très extraordinaire de se représenter sur un plan, sur une carte, les trajets que Pierre Favre aura fait pendant sa vie pour aller à la rencontre de toutes les communautés essaimantes au sein de l'Europe, des communautés jésuites essaimantes à travers l'Europe, pour répondre aux demandes d'Ignace, aux demandes de la Compagnie. Et c'est cette figure de pèlerin et de voyageur inlassable qui plaît à Michel de Certeau. On le sent très proche de cet homme complètement accaparé, complètement investi par sa mission et ayant à cœur d'aller à la rencontre des plus simples, des figures les plus simples, les plus humbles, alors que Pierre Favre a la possibilité aussi de rencontrer les plus grandes personnalités de son temps pour toutes sortes de problèmes d'ordre religieux que vous pouvez imaginer. Mais il a aussi à cœur dans son mémorial de rendre compte de ces rencontres toutes simples de la route, du quotidien. Et c'est ce qui plaît à Michel de Certeau, cette capacité chez Pierre Favre, eh bien aussi de se rendre attentif au monde dans lequel il vit, à ses contemporains, et aussi peut-être à cette foule humaine qui va être si importante pour Michel de Certeau par la suite.
Et donc, qu'est-ce qu'il fait, Michel de Certeau, à propos de Pierre Fabre? Il écrit un livre sur lui, il réédite les textes de Pierre Fabre. Exactement. Il propose une très belle introduction au mémorial de Pierre Fabre, donc il fait un véritable travail sur le texte et en même temps une grande introduction qui permet de rendre à la figure de Pierre Fabre la lumière qu'elle mérite, puisque Pierre Fabre est un peu l'oublié parmi les fondateurs de la Compagnie de Jésus. Voilà, donc il y a aussi et ça c'est tout à fait important en effet, il y a vraiment un souci de remettre en lumière une figure oubliée, une figure négligée, peut-être aussi parce que c'est un personnage plus attentif au quotidien, aux rencontres, aux événements de l'errance, que absorbé par des grandes ambitions. Et ça plaît bien à Michel de Certeau. Absolument. On en reparlera, j'imagine. Et alors, la figure de Jean-Joseph Surin, vous l'avez évoqué, et donc... Absolument. Alors, c'est un travail considérable que fait Michel de Certeau sur l'œuvre de Surin, parce qu'il s'agit de reconstituer un texte qui avait été fragmenté, disséminé, perdu au fil du temps, comme beaucoup d'ailleurs de textes mystiques. Donc Michel de Certeau fait d'abord un immense travail sur le texte pour nous reconstituer ce texte du guide spirituel, et en même temps un travail d'introduction absolument remarquable dans lequel il reconstitue une époque, qui est celle de Surin, et aussi d'un milieu spirituel très particulier qui est celui de l'amour pur de ces années du XVIIe siècle. La correspondance, il édite aussi la correspondance de Surin. Son travail est aussi absolument remarquable et rend compte, on pourrait, souvent je l'entends de la part de certains étudiants, est-ce que la mystique du XVIIe siècle n'est pas trop individualiste, est-ce qu'elle n'est pas trop centrée sur le salut personnel, le face-à-face de l'âme avec Dieu, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de trop... Mais il faut se rendre compte de la vie communautaire qu'il y a derrière un mystique. Et la vie communautaire qu'il y a derrière, par exemple, un père Surin, ce que l'on voit dans sa correspondance, il est en relation avec un nombre important de correspondants. Les lettres s'échangent avec une fluidité, une précision, une rapidité. Enfin, il y a vraiment un goût de l'échange de lettres qui est tout à fait extraordinaire, dont on a beaucoup de mal aujourd'hui à mesurer l'importance. Les lettres circulent entre les gens. Les lettres ne sont pas destinées en général à une seule personne. Donc cette correspondance qu'édite Michel de Certeau, elle est très importante, et pour éclairer la figure de Jean-Joseph Surin, mais aussi pour rendre compte de cette dimension communautaire de la mystique. Et alors, juste après, il s'intéresse, du coup, toujours à un événement qui a concerné Jean-Joseph Surin, à la possession de Loudun. Absolument. Alors, Jean-Joseph Surin avait été envoyé par la Compagnie de Jésus à Loudun pour essayer de mettre fin à cet épisode de possession qui se jouait au sein de ce couvent de femmes, et épisode auquel aucun exorciste n'arrivait à mettre fin. Oui, c'est un peu un roman, enfin, il y a une dimension complètement romanesque dans cette histoire. Absolument, il y a une dimension romanesque, il y a une dimension fantastique. Michel de Certeau l'écrit d'ailleurs dans son livre sur la possession de Loudun, qui date de 1970, donc après ces grands travaux d'érudition. Et ce n'est pas sans raison que la possession de Loudun a été l'objet de mise en scène, de films ou de romans. Il y a vraiment en effet une dimension tout à fait romanesque dans cet épisode. Donc personne n'était venu à bout de cette possession collective au sein de ce couvent. Et la Compagnie de Jésus décide d'envoyer le père Surin, qui prend très à cœur sa mission et qui entre dans une relation très très singulière avec la mère supérieure du couvent, Jeanne des Anges. Une relation tellement singulière, dont le dispositif ressemble un peu au dispositif psychanalytique. C'est une chose qu'évidemment Michel de Certeau relèvera, une chose à laquelle il sera très attentif. Et une relation qui finit par libérer Jeanne des Anges
mais qui finit par posséder à tel point le père Surin qu'il en tombe malade. Comme si ils avaient échangé leur mal. En fait. Exactement, dans un phénomène de transfert et de contre-transfert. Voilà. Donc, le père Surin plonge dans une dépression, on peut l'appeler comme ça, extrêmement longue, un abîme, des années d'incapacité totale à se déplacer même, à travailler, à écrire, des années de silence. Après cet épisode très intense de Loudun. Il va finir par sortir de cette dépression et reprendre l'écriture, reprendre la correspondance, même avec Jeanne des Anges, qui restera une figure extrêmement présente dans sa vie, dans son existence, qui est tout à fait extraordinaire. Alors, que pourrait-on dire de ce livre, La possession de Loudun, par rapport aux premiers travaux ? La possession de Loudun est un livre qui n'a rien à voir avec ceux qui précèdent. C'est d'abord un livre qui se présente, qui tente à être une présentation d'un dossier, qui est celui de Loudun, et non pas un livre sur un événement. Donc, Michel de Certeau nous introduit à un certain nombre d'archives qu'il a lui-même sélectionnées, et il propose à chaque fois une analyse, un commentaire. Il se prête au jeu du commentaire, tout en laissant ouverte l'interprétation de ces archives. Donc c'est un livre tout à fait remarquable, parce qu'il nous fait entrer dans l'atelier de l'historien. Nous voyons l'historien choisir le texte, choisir l'archive, la disposer, la sélectionner, la trier. Nous sommes vraiment dans le travail de l'historien. Et Michel de Certeau, dans ses commentaires, dans son exégèse, convoque un nombre de disciplines extraordinaires. La sociologie, la psychanalyse, l'économie, bien entendu l'histoire des religions, la théologie, pour essayer de rendre compte d'un phénomène qui est lui-même pluridisciplinaire, qui requiert en effet de mesurer l'emprise sur ce couvent d'un nombre extrêmement divers de pouvoirs. Ça, c'est le grand argument de Michel de Certeau dans La possession de Loudun, c'est que se joue à Loudun un conflit de pouvoirs, pouvoir des prêtres, pouvoir des médecins, pouvoir des théologiens, pouvoir de l'État, bien entendu, et que la possédée, eh bien, elle n'est pas tant possédée par le diable que possédée par tous ces pouvoirs qui tentent de l'investir. Elle est possédée par ces pouvoirs et en même temps, elle s'oppose à eux. Elle est dans un exercice de lutte, de rébellion, d'opposition à ces pouvoirs. C'est très contemporain quand même comme pensée. C'est très parlant aujourd'hui. On parle beaucoup de ça, de dénoncer les institutions de pouvoir, comme on en parlait dans les années dans lesquelles déjà il a écrit évidemment. Mais j'imagine, peut-être c'est plus historien que jésuite. Absolument. Il y a... si je fais une petite provocation. qui est tout à fait bienvenue, parce que Michel de Certeau, avec ce livre, s'inscrit de plein pied dans les débats intellectuels contemporains. Il s'est passionné dans les années 60 pour la politique, pour la vie culturelle, pour les mouvements révolutionnaires. Il s'est passionné pour mai 68. Et par conséquent, il réfléchit dans La possession de Loudun avec les outils qui sont ceux de son temps également. Et en définissant la mystique comme une forme de, pourrait-on dire, de contre-conduite finalement, une forme de subversion, eh bien, Michel de Certeau n'est pas éloigné de ce que Michel Foucault écrira, lui également, dans les années 70, sur ces pratiques de contre-conduite. Michel Foucault utilisera beaucoup le livre de Michel de Certeau, La possession de Loudun, dans son cours sur les anormaux, dans lequel apparaît toute une réflexion aussi sur la mystique comme contre-conduite, comme opposition aux pouvoirs qui sont imposés, infligés au corps. Alors on reviendra justement sur cette question de la mystique, parce que c'est pas la fin de son travail sur la mystique, évidemment, à Michel de Certeau, mais entre-temps, il se passe un peu d'autres choses sur le plan de son travail, justement, dans les années
après 68, dans les années 70, quelle est la forme que prend son travail à ce moment-là? Il se passe énormément de choses. C'est-à-dire que à la fin des années 60, il faut imaginer que Michel de Certeau a acquis une réputation d'érudition, une réputation d'historien, de spécialiste de la Compagnie de Jésus, inentamable bien entendu, et qu'il aurait tout à fait pu en rester là, et devenir le spécialiste de ces grandes figures dont nous avons parlé. Mais il se passe tout ce qui se passe dans ces années 60. Michel de Certeau a la responsabilité de différentes revues, dont Christus et Études dans ces années. Bon, je ne détaille pas davantage. Mais il est amené à réfléchir sur les événements, sur les mouvements révolutionnaires. Et on pourrait dire que tout prend forme, ou en tout cas que quelque chose se déplace particulièrement dans sa réflexion avec mai 68. Ce qui est passionnant, c'est qu'il essaye de penser ce qui se passe, comme un grand désir de prendre la parole, de prise de parole. C'est le titre d'un ouvrage qui rassemble un certain nombre de ces articles de ce temps-là, édité par Luce Giard, qui est la grande spécialiste de Michel de Certeau et qui a permis l'édition, la publication de beaucoup de ses textes. C'est qu'il se passe quelque chose dans un corps social et qu'il se passe quelque chose au niveau le plus singulier, au niveau le plus individuel. C'est-à-dire qu'il ne voit pas la foule, justement, comme cette masse compacte, susceptible des mouvements les plus désordonnés, mais il se rend attentif à la foule comme rassemblement de singularité, en demande, en désir de parole. Or, la parole, c'est le centre de la vie chrétienne. Et je crois qu'au fond, il a vu dans cette foule l'incarnation de ce qu'il avait pu réfléchir, apprendre, jusque-là dans un travail très érudit. Et il a essayé de chercher ce qui était vraiment la pointe, ce qui était l'essence même pour lui du christianisme et de ce que pouvait être la vie chrétienne. Et c'est très fort, ce que vous êtes en train de dire. L'essentiel du christianisme, lui, il le repère dans ces années qui ont pourtant été l'horreur, en tout cas d'une certaine pensée chrétienne plus tard. On se réfère à mai 68 comme étant la déchéance de l'Église, et lui, pas du tout. Lui, il voit là-dedans quelque chose de très intéressant, de très interpellant, précisément. Absolument. Et qui va en plus l'aider à aller chercher des nouvelles inspirations pour ses travaux. Oui, je crois que c'est fondamental d'insister sur le fait qu'il se joue là, dans ce mouvement de mai 68, quelque chose qui le passionne et quelque chose qui va profondément nourrir ses travaux à venir, ses travaux des années 70, ses travaux sur la foule, sur les individus, sur la vie du quotidien, sur les mouvements révolutionnaires, sur les mouvements populaires, sur la non-violence, comment s'opposer à un pouvoir excessif, et il va en connaître un certain nombre en voyageant en Amérique du Sud, comment s'opposer à un pouvoir excessif par des pratiques de non-violence qui sont de l'ordre de cette prise de parole. Et là, vous parlez de la foule, du quotidien. Qu'est-ce qui fait qu'il s'y intéresse d'un point de vue institutionnel? Qu'est-ce qui le met au travail là-dessus? Alors, pour ce qui est de l'invention du quotidien, c'est un ouvrage tout à fait extraordinaire qui a été publié au début des années 80 et qui est le fruit d'un travail d'enquête qui lui a été demandé par le ministère de la Culture qui souhaitait savoir quelles étaient les pratiques culturelles des Français. Là, c'est une enquête sur les pratiques culturelles des Français. Le projet de Michel de Certeau était de faire... Alors, c'est une entreprise qu'on retrouve par exemple au cinéma. Il y a un documentaire, par exemple, qui date du début des années 60,
de Chris Marker et qui tend à donner une certaine représentation de la société française après la guerre d'Algérie. On est en 62 et Chris Marker se promène dans les rues et interroge un certain nombre de gens dans différents quartiers de Paris et donne un portrait, alors, qui est évidemment tout à fait subjectif, mais en même temps d'une richesse humaine tout à fait extraordinaire. Et au fond, Michel de Certeau, avec l'invention du quotidien, qui a refusé les statistiques, qui a refusé de faire un travail de bureau, en réalité, avec des chiffres, s'est dit non. Moi, si je veux comprendre quelque chose à ce que font les Français dans leur cuisine, dans la rue, au travail, au café, au bar, si je veux comprendre quelque chose à leur manière de vivre, il faut que j'aille à leur rencontre. Alors, il avait toute une équipe avec lui, de jeunes doctorants, de jeunes enseignants prêts à se lancer avec lui dans l'aventure et qui ont conduit ces entretiens. Et ce sont ces entretiens qui ont permis cette vaste enquête de l'invention du quotidien sur certaines pratiques culturelles. On a choisi un certain nombre, mais c'est un travail absolument extraordinaire du fait, là encore, de cette attention à la foule, c'est-à-dire de ce point de vue porté sur le bas, sur la rue, sur ce qui se passe en bas. Il y a un texte absolument magnifique dans l'invention du quotidien sur New York, dans lequel, c'est Michel de Certeau qui l'écrit, dans lequel il oppose la vision que l'on a de la ville depuis le gratte-ciel, surplombante, magnifique. En effet, on retrouve ces grands textes de philosophes stoïciens, ce désir de la sérénité, de la tranquillité, du calme, à contempler la foule depuis ces hauteurs où personne ne m'atteint. Et il oppose cette vision souveraine à la plongée dans les rues fourmillantes où le promeneur est à la merci de tout événement possible. Et c'est cette vision-là, en réalité, que Michel de Certeau cherche dans son livre, dans l'invention du quotidien, c'est vraiment cette plongée dans la foule, à la suite, dans les pas de ce marcheur qu'est l'être humain, de la façon dont il trace un chemin dans l'existence. Et ce marcheur, c'est en réalité le mystique, c'est Pierre Fabre, c'est Surin à travers les dédales de son psychisme abîmé, et c'est Michel de Certeau lui-même, naviguant d'un bord à l'autre, d'une institution à l'autre, sans jamais se fixer, naviguant d'Amérique du Sud, en Europe, il a énormément voyagé dans les années 70, toujours en quête de ce qu'il appelle cette recherche de l'autre avec un grand A. Mais justement, pour terminer, parce qu'on a bientôt terminé, un peu deux dernières questions. La première, ça serait qu'est-ce qui change dans le livre La fable mystique, dans sa manière de penser la mystique? Puis la deuxième, je vous la pose après. Bien. Alors, la mystique. On pourrait penser que tout ce travail, qui est aussi, il y a l'invention du quotidien, ce qui est très important. Il y a aussi tous les articles que Michel de Certeau a écrits sur les révolutions américaines, sur les sociétés américaines. Tout ce travail pourrait laisser penser qu'il a laissé de côté la mystique ou qu'il a laissé de côté la spiritualité. Pas du tout. Il continue d'abord à travailler sur la mystique. La fable mystique est le fruit d'un travail acharné de réécriture en réécriture en réécriture pour essayer de mettre au clair ce qu'il en est de l'expérience mystique. Qu'est-ce que c'est finalement? Qu'est-ce qui se joue dans cette expérience mystique? Alors bien entendu, la matière de Michel de Certeau, c'est toujours la même, c'est celle de la modernité, celle du XVIe, XVIIe siècle. Donc il s'inscrit dans cette matière-là pour réfléchir. Mais qu'est-ce qu'il garde finalement de l'expérience mystique? Qu'est-ce que c'est l'expérience mystique? Eh bien, pour lui, c'est d'abord une expérience d'écriture. Ça, je crois que c'est très important. C'est une certaine pratique de l'écriture, d'une écriture qui essaye de restituer
un certain contact qui n'est jamais parfait, qui n'est jamais qu'un contact, avec ce qu'il appelle l'autre, avec un grand A, dans une expression tout à fait lacanienne, mais enfin c'est normal, hein. Michel de Certeau était très proche de l'école lacanienne. Et l'expérience mystique, c'est donc presque finalement une non-expérience, dans le sens où c'est une expérience ratée, manquée, inachevée. C'est plus une promesse d'expérience qu'une expérience, de quelque chose qui nous est absolument étranger, hein, mais qui, du fait que nous entrons en contact avec lui, devient autre. C'est l'étranger, finalement, nous arrivons à faire une certaine expérience de l'étranger devenu de ce fait autre. Et donc, nous pouvons établir une certaine relation avec ce qui est autre. Mais Michel de Certeau ne sépare pas les récits mystiques, disons, ce travail d'écriture, avec ce que peut être la vie quotidienne, avec ce que peut être notre vie de tous les jours, eh bien, dans sa quête d'une certaine sortie de soi. Certes, la mystique a pris la forme d'une certaine écriture, et d'une écriture marquée par cet autre qui échappe, mais que la mystique, elle peut être aussi, dans une configuration plus contemporaine, eh bien, elle peut être aussi cette quête inlassable du marcheur, de l'homme contemporain, en quête de ce qui n'est pas lui-même. Et ça, je crois que c'est très important aujourd'hui pour nous qui nous questionnons beaucoup sur l'identité, sur l'identification, Au fond, pour Michel de Certeau, l'identité, elle se joue toujours dans une forme de perte, de perte de soi. Sortie de soi évoque beaucoup l'extase, c'est pourquoi je l'utiliserai peut-être pas spontanément, mais en tout cas... une quête des petites choses. Absolument. Et dans ces petites choses. Merci beaucoup Camille de Villeneuve. Juste une dernière chose, peut-être en une phrase toute simple. Qu'est-ce qui vous a interpellé pour donner un cours sur Michel de Certeau? Qu'est-ce qui vous marque ou vous touche le plus dans cette figure et dans son travail? Alors, ce qui me touche le plus, d'abord, ce qui était important pour moi, c'était de lui faire une place, parce que je le trouve un peu oublié entre ses grands contemporains, Michel Foucault, Gilles Deleuze, alors qu'il a beaucoup partagé avec eux. Enfin, je pense qu'on aurait intérêt à reprendre ses textes, à le relire. Et puis, il y a une chose qui me touche beaucoup, c'est sa lucidité qui n'entrave pas sa créativité. C'est-à-dire qu'il est à la fois capable de dire l'écriture dans son instauration occidentale au début du XVIe siècle, là je pense au début de l'écriture de l'histoire, c'est une prise de pouvoir. Il y a dans l'écriture une prise de pouvoir, une tentation de prendre le pouvoir sur l'autre. Oui, moi je suis historien, j'écris. Donc je participe aussi de cette tentative de mainmise, cette volonté de contrôle, de prise de pouvoir. Comment je peux faire pour que mon travail d'écriture fuit, en quelque sorte, qu'il laisse la place pour cette altérité insaisissable. Comment je fais place à ce qui n'est pas moi? Comment je laisse s'échapper mon objet? En fait, c'est ça. Comment j'ouvre des portes, comment j'ouvre les portes et les fenêtres pour mes objets. Ceux que j'étudie en tant qu'historien, ceux sur lesquels j'écris. Voilà. Laisser l'autre libre. Merci beaucoup Camille de vos éclairages sur ce cours, introduction à la pensée de Michel de Certeau que vous avez mené ce semestre au Centre Sèvres. Et puis, alors c'est certain, nous nous retrouverons l'année prochaine pour d'autres aventures. Merci beaucoup Claire. À bientôt. Vous
Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt. Thank you.